3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est avec nous ce soir en plateau, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Hervé Goulet-de-Querne de nous accompagner. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Accuracy et Jean-Jacques Friedman avec nous également. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Ravi Grégoire. de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Je voulais qu'on avance un peu sur le dialogue entre les marchés et les banques centrales qui devient peut-être un peu plus musclé depuis quelques semaines. Si on prend l'exemple américain comme référence, la Banque centrale américaine, la Fed, Jérôme Powell, etc. Le marché semble nous dire aujourd'hui, Jean-Jacques, que simplement réduire les achats d'actifs, amener les achats d'actifs nets à zéro, ce qui est le programme prévu, le tapering, ne sera pas suffisant pour éviter le risque de surchauffe et le risque inflationniste aux États-Unis. Il faudra aller peut-être beaucoup plus vite sur des hausses de taux dès 2022. Voilà ce que nous dit le marché aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, c'est quand même une évolution notable par rapport au discours entretenu par Jérôme Powell et par rapport à ce qu'intégrait le marché il y a encore une fois quelques semaines ou quelques mois à peine. Je crois que vous avez raison de parler de discours entretenu parce que je crois qu'il y avait l'idée d'un ancrage psychologique. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je pense que par rapport au déficit extrêmement important, il y a une volonté d'ancrer psychologiquement, et j'étais assez surpris finalement qu'on croit un peu Jérôme Powell, alors que c'est pour moi un peu un jeu de rôle, quoi. Il faisait monter au fur et à mesure les colombes et les faucons pour montrer finalement qu'il y avait débat, avec l'idée malgré tout de devoir peser sur les taux. Donc moi je trouve qu'il ne faut pas basculer complètement de l'autre côté et avoir cette idée en tête, comme quoi durablement il y a la volonté de maintenir des taux à un niveau assez bas ou plus bas que ce que le niveau économique et l'économie devrait être. Ça, on doit le garder. Alors ensuite, il y a différentes séquences. Hausse des prix des matières premières, ça y a. Hausse des prix au sens, comme toute sortie de crise, c'est habituel. En plus, là, il y a le déconfinement, donc il y a des goulets d'étranglement. Il y a le fait que, voilà, on connaît tous cette histoire, donc c'est un peu plus compliqué. Ensuite, de parler d'inflation avec le cycle salaire, boucle salaire, c'est déjà pas évident de ce côté-là, parce qu'au niveau des salaires, il se passe beaucoup de choses. Il y a déjà une adéquation entre offre et demande qu'on voit tous. Et puis, le marché du travail qui change vraiment avec le télétravail. Donc, il y a des aspects où les salaires, finalement, les bas salaires, on voit une forme de revalorisation. Il y a eu beaucoup d'exemples aux États-Unis. Parce que là, on parle de l'inflation, mais c'est surtout aux États-Unis, où le cœur de l'inflation est 2 fois plus important qu'en Europe. Et au contraire, sur les hauts salaires et sur les jobs qui peuvent être d'une certaine manière bénéficier du télétravail et du travail à distance. Là, il y a une forme de pression baissière. On peut toujours trouver des salariés dans d'autres États que sur la côte ouest américaine pour les GAFA. On peut trouver même dans d'autres pays. Donc, au niveau macroéconomique, il y a certes une hausse des salaires, mais c'est 3%. Donc, c'est pas l'élément majeur non plus. Donc, je pense pas qu'il y a hausse des matières premières. Il y a sur l'inflation, voilà. Et je pense qu'il y a un thème qui sera extrêmement important, mais qui sera peut-être surgira plus tardivement, même si ça apparaît aujourd'hui. Je crois que c'est la transition énergétique qui, là, est porteuse réellement. C'est le seul élément, plus que l'inflation, qui me semble porteuse vraiment d'une possible hausse des prix durable et plus forte avec un bridge notamment entre les économies l'énergie traditionnelle, et les énergies renouvelables. On va revenir sur la transition énergétique parce qu'on disait l'horizon de l'inflation liée à la transition énergétique, il est quand même un peu plus lointain. Alors, est-ce qu'il s'est rapproché fortement avec la crise énergétique ? Est-ce que à peine sortie du Covid, cette inflation dont on dit qu'elle pourrait être structurelle va déjà prendre place dans nos économies, c'est un sujet. Oui, alors ce que je pense, c'est qu'à terme, il y aura le fait que, par exemple, on doit doubler avec du gaz, ce qu'on a dans les énergies renouvelables. Donc c'est inflationniste, bien sûr, parce qu'on double presque les capacités. Là, je pense que c'est un peu le bridge, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, le sous-investissement qu'il y a eu sur le pétrole, plus peut-être certains problèmes géopolitiques, le retrait des États-Unis en Afghanistan, ça montre que tout pays producteur de pétrole, et la Russie en tête, préfère vendre le plus cher possible. Donc il y a cet élément-là aussi. Donc l'élément à terme, il reste toujours valable. Et puis il y a cet élément à court terme là. Transitoire. Possiblement. Voilà. Donc c'est pour ça que sur l'inflation, alors on a tous un peu ce sentiment, mais peut être faussé quand même. Donc, moi, la ligne de conduite, parce que tout ça, finalement, c'est pour arriver à est-ce qu'on fait des taux ou des actions, et que sur les actions, finalement, il y a l'idée que la hausse paraît quand même suffisamment mesurée et contrôlée
pour que ça soit pas un élément baissier sur les actions, quoi. Voilà, c'est quand même Vous dites attention, basculons pas dans un scénario extrême sur l'inflation, et notamment avec l'idée que l'indexation générale des salaires aux États-Unis, on n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas, et en plus il y a une autre sécurité d'une certaine manière, c'est que en fait Powell il est forcé un peu de lâcher, pour être crédible, il faut, si dès le début il avait dit on n'en sait rien, les taux se seraient peut-être emballés lors de la première hausse, quoi. Ouais. Un an et demi après on dit il y a toujours une bosse de l'inflation, enfin un an après toujours une bosse de l'inflation, etc. Donc il avait raison de le dire pour essayer de maintenir un peu ça sous contrôle. Tactiquement bien joué. De la part Powell, vous dites dans son narratif, dans le discours qu'il entretient, justement, vous dites qu'il n'y avait pas d'autres meilleures manières de faire. Oui, et ce qui était très subtil, mais je ne sais pas si c'est nous qui surinterprétons derrière, hein, peut-être qu'on va chercher, mais il y avait l'idée finalement que s'il avait parlé finalement en expert, en disant « vous inquiétez pas, je ne vois rien », etc., comme on a un peu les mêmes stats, on aurait pu contester. Mais le fait qu'il maintienne finalement une espèce d'agora ouverte avec tous les membres du Conseil, alors que ça semblait un peu une cacophonie, les gens se disaient il prend ça en compte finalement, voilà. Et finalement, cette remontée des taux, le paradoxe était utile. Voilà, comme il lâche pas totalement la bride pour l'inflation à venir, il n'est pas totalement inféodé à l'administration américaine, il fait preuve d'une certaine indépendance, et le marché le percevait pas mal, quoi. Je crois que quand on suit ça de près, on aime tous imaginer que les banques centrales sont subtiles, ce qui est peut-être totalement faux. Pas du tout. Effectivement, je ne connais pas ce qui se passe aux plus de certitude mais que on avait eu l'occasion de parler avec des membres des personnes qui se parlaient avec la BCE, et là ils disaient que un membre de la BCE ne ment pas, entre guillemets, il ne va pas dire je pense que... Voilà, par contre, un bon président, c'est quelqu'un qui fait monter au fur et à mesure, finalement, qui gère les anticipations. Voilà, comme un metteur en scène qui mettrait un peu en scène, voilà. Bon, sur l'évolution de cette histoire d'inflation, qu'est-ce qui vous marque, Hervé ? Encore une fois, moi je pars vraiment du pricing de marché, et je me dis que voilà, 2 hausses de taux de la Fed d'ici décembre 2022. Alors je parle même pas de la Banque d'Angleterre qui va monter ses taux a priori dès le mois prochain. Enfin, les choses ont beaucoup bougé de ce point de vue-là. Oui, alors si on prend les banques centrales d'abord, ou le jeu de miroir entre banque centrale et marché, et puis après la dynamique des prix en tant que telle, et la Bank of England sera un intermédiaire entre l'un et l'autre. 3 choses. Moi, ce qui me semble dans le jeu de miroir entre les marchés et la banque centrale, c'est que finalement, quand on voit les anticipations inflationnistes des marchés, elles sont plutôt ancrées assez correctement, quoi. À court terme, ça bouge un peu, mais quand on s'éloigne dans le temps, finalement, c'est à peu près dans les fourchettes observées historiquement. Donc j'ai l'impression que le message envoyé par les marchés à la Banque centrale ou aux banques centrales, c'est ça serait bien tout de même pour consolider les anticipations que vous alliez un peu plus vite que ce que vous disiez. Donc on est, à mon avis, dans un élément de cette nature qui n'est pas du premier degré, qui est du second degré, parce que si on prend la Fed, on voit bien que la Fed aujourd'hui, tout au moins la dernière information que l'on ait, est partagée entre commencer à bouger fin 2022 ou bouger un peu plus tard. Le marché est simplement en train de dire fin 2022, ça serait quand même mieux, ça nous rassurerait. Il y a un besoin d'être rassuré aujourd'hui, dont acte. Je ne pense pas que ce débat soit d'une grande importance. Alors aujourd'hui, on voit, je sais pas, les Euribor, les euro-dollars monter. On se dit ah mon Dieu, mais en fait, voilà, j'ai l'impression que la réalité analytique derrière est pas très forte. Avant de passer à la dynamique des prix, je pense que la Banque d'Angleterre, c'est autre chose. Et je dirais la Banque d'Angleterre a un discours qui ne me semble pas recouvrir la totalité de la réalité. La Banque d'Angleterre dit ah ouais, tout de même les contraintes sur l'offre, ça nous embête bien. C'est la maladie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et donc il faut qu'on monte les taux. Mais en fait, il y a un cas d'espèce britannique. Ils sont confrontés à la fois aux conséquences, à la désorganisation de la Covid, et puis à la désorganisation du Brexit. Et en fait, la montée des taux, si jamais elle a lieu, tout le monde croit qu'elle aura lieu, non acte, c'est un peu l'un, un peu l'autre. Et donc, il y a une turpitude qui est propre aux Britanniques, et je pense que ça serait bien que le gouverneur dise au gouvernement, écoutez, chers amis, on monte les taux un peu par le fait de votre politique. Et c'est là où on mesure l'autonomie de la BOE, qui est sans doute moins grande que celle de la BCE et de la Fed. Il y a une liberté de parole qu'on ne trouve pas ailleurs. L'inflation, pour finir, il y a une difficulté. Bon, on voit bien la demande qui remonte et on voit bien l'offre qui coince un peu. Mais en fait, pourquoi l'offre coince ? On a compris, mais prendre la mesure de ce qui coince
et prendre la mesure du temps nécessaire pour que ça décoince, en fait, on n'en a pas d'idée. Donc en fait, face à au prix qui accélère, on sait pourquoi, mais on a du mal à quantifier. Et donc, c'est pour ça qu'on se retourne sur les effets de second tour, parce que par défaut, c'est ce qu'il faut qu'on regarde. Alors on dit, mais les salaires, ils font quoi dans ce contexte-là? Est-ce qu'ils vont monter ou pas? Je suis assez d'accord avec vous. Bon, finalement, aux États-Unis, ici ou là, il y a des accélérations, mais quand on prend des indices bien construits de coûts salariaux, ça n'accélère pas. Le coût unitaire du travail n'est pas en train d'exploser aujourd'hui à la hausse aux États-Unis. Déflater de la productivité. Oui. Il est même en train de ralentir, en fait. Oui. Et donc, d'ailleurs, il y a cette bizarrerie aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un cas unique de l'histoire où on a les coûts salariaux unitaires qui baissent et les prix à la consommation qui accélèrent. Donc ça ne durera pas. Et habituellement, celui qui l'emporte, c'est le coût salarial par unité produite. Donc en fait, je pense que oui, il y a une vigilance à avoir parce que, je l'ai dit, on ne comprend pas tout. Et donc, il faut faire attention. Mais sur les effets de second tour, en Europe, il n'y en a pas, ça c'est vrai. Aux États-Unis, il y a des petits signaux micro-sectoriels, tout ce qu'on veut. Oui, mais dans l'économie dans son ensemble, à aujourd'hui, j'ai envie de dire non. Donc, en fait, c'est la difficulté à comprendre ou l'incapacité à comprendre, parce que je crois que ce qui se passe du côté de l'offre, on a vraiment du mal, qui rend un peu nerveux, qui oblige à la vigilance, mais qui ne doit pas nous faire oublier de rester serein. Sauf qu'on nous dit sur l'inflation américaine, alors oui, effectivement, la partie supply side, on est encore dans les troubles, le bruit de la pandémie, mais on voit les loyers qui attaquent peut-être un rattrapage. Et on sait que là, c'est des tendances qui sont, une fois que ça part, c'est compliqué à arrêter, c'est lourd les loyers. Et là, on peut avoir des phénomènes d'indexation sur la base justement des prix de l'immobilier, des loyers et demain peut-être des salaires. C'est vrai que selon les indices de prix que l'on prend, le CPI, les prix à la consommation classique, ou le PCE, donc le déflateur des achats des ménages, c'est entre 30 et 15%, donc c'est lourd dans l'indice des prix. N'empêche que lorsqu'on essaie de comprendre comment on passe de la dynamique des prix d'achat à la dynamique des loyers, c'est très compliqué, mais la perte en ligne est quand même assez grande. Aujourd'hui, si on dit oui, les loyers peuvent accélérer de 1 ou 2 points, c'est assez crédible, je signe pour ça. Mais 1 ou 2 points, ça ne fera pas plaisir à l'indice d'ensemble des prix, mais c'est quand même pas un drame, ça va pas... C'est du rattrapage, ça resterait du rattrapage. Non, ça sera une vraie accélération. Ouais, on sera relativement haut, mais l'impact sur le niveau général des prix restera tout de même modeste. Vincent Juvins, je reprends mon histoire de pricing de marché là, chez JP Morgan AM. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un état du monde possible qui amènerait la Fed à monter ses taux dès l'été 2022, 2 hausses de taux d'ici décembre 2022, et puis après, on y va, 3 hausses de taux 2023, 2024, etc. Pour l'instant, non. Alors, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que le scénario de base de JP Morgan Asset Management est en effet de faire souscrire à l'idée défendue par les organisations internationales, les banques centrales, d'une normalisation au milieu de l'an prochain de l'inflation. À noter tout de même, cette normalisation elle était attendue à la fin du premier trimestre. Je caillais encore un trimestre. Ça a été déporté, en tout cas, au second semestre 2022. Mais cela étant, pour alimenter le débat, je vais cependant mettre peut-être en exergue un certain nombre d'éléments d'inquiétude où je dois bien reconnaître que cet été, notre niveau de confiance dans le scénario de base a plutôt baissé. Alors, je pense vous mentionner à juste titre les loyers, qui, dans les chiffres de l'inflation aux États-Unis la semaine passée, étaient des contributeurs assez importants. Et en effet, ça fait partie de l'inflation durable. Alors, bon, sur les salaires, c'est vrai qu'on n'a pas, au vu des prestations économiques, 5% d'inflation, 6% de croissance et autres, finalement, ce sont des hausses mesurées, mais elles sont là, à surveiller tout de même. Effet de second tour, je trouve que, et certainement en Europe, ils sont à surveiller aussi. Déjà qu'on en parle sur votre plateau, Grégoire, mais qu'on en parle aux 20h, qu'on en parle dans la grande presse, que pour monsieur et madame tout le monde, aujourd'hui, l'inflation soit un sujet de discussion, c'est vrai qu'elle est déjà quelque part dans nos esprits et que potentiellement, elle affecte aujourd'hui nos comportements d'achat, d'investissement, que sais-je. Alors, les États-Unis, c'est une chose. Je pense qu'on a dit qu'il y a un problème inflationniste qui est plus important aux États-Unis. C'est normal, c'est une économie qui est plus flexible, plus dynamique habituellement. Attention au problème inflationniste en Europe. Moi, je pense qu'il faudra quand même se méfier de l'hiver chez nous, dont on peut dire, sans faux jeu de mots, un hiver froid sera un hiver social chaud. On voit déjà quand même des mouvements sociaux ci et là. Enfin, je vais ici porter un regard international sur la chose en vous parlant des développements dans mon pays natal, la Belgique, où on a déjà le secteur chimique qui est en grève aujourd'hui pour demander des augmentations salariales
salariale sectorielle. On a eu, en tout cas, certains des travailleurs de certains grands magasins, Lidl, pour ne pas les citer, c'était dans la presse, qui étaient aussi des revendications salariales qui ont été actées. Enfin, on commence à voir si et là, quand même, on a vu par rapport au loyer, un marché dont on parlait avant de rentrer en plateau, mais les citoyens d'Amsterdam manifestaient il y a 3 semaines contre l'évolution des prix de l'immobilier, prix de loyer. Bon, ce n'est pas des pays très épidermiques dans leur façon de réagir à la situation économique. Et pourtant, voilà, pendant tout un week-end, il y avait des manifestations à Amsterdam. Donc, attention à cet élément-là. C'est un point clé. La politisation de la question inflationniste et du pouvoir d'achat, etc., peut amener, je ne sais pas, la BCE à réfléchir de manière différente sur la façon dont elle considère justement l'inflation ? Alors, je ne sais pas si ça va amener la BCE à changer immédiatement son positionnement. Parce que là aussi, le marché, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Il nous dit que la BCE, pourquoi pas, pourrait se joindre à l'unisson des autres banques centrales et dès la fin de l'année 2022, commencer à gommer légèrement ces taux directeurs qui sont négatifs, on le rappelle. Hein. Je pense que c'est encore prématuré, enfin, même si les taux directeurs négatifs, objectivement, aujourd'hui, ça les embête sans doute autant que nous, objectivement. Je pense que l'objectif des taux directeurs était à un moment sans doute de déprécier la devise. Bon, ça fonctionnait un temps. Maintenant, c'est quelque chose qui coûte à notre secteur bancaire. C'est quelque chose qui n'a pas fait que l'épargne ait retrouvé son chemin vers l'économie. Que du contraire, plus les taux étaient négatifs, plus les Européens ont épargné. Cette épargne trouve d'ailleurs difficilement son chemin vers la consommation, ce qui est peut-être un des éléments qui doit nous rassurer par rapport au contexte inflationniste. L'épargne accumulée durant la crise, elle trouve encore difficilement son chemin vers la consommation. Peut-être pour revenir dans tous ces dossiers inflationnistes, un qui m'a marqué dans ce que vous évoquiez, c'est certainement l'élément lié au changement climatique, aux politiques climatiques qui sont abordées. C'est vrai qu'il y a quand même un point important en Europe, c'est en tout cas que nous soyons précurseurs en la matière de politique climatique par rapport au prix du carbone. On atteint plus de 60 € la tonne métrique de carbone. Derrière, aujourd'hui, des prix à la pompe élevés, des prix du gaz élevés pour monsieur, madame, tout le monde, alors que les prix sont inférieurs à ce qu'on a pu connaître, les prix des commodities sur le marché il y a encore quelques années. On sent bien qu'il y a aussi dans la chaîne de production un impact aussi du coût des émissions de CO2 qui atteignent des niveaux tout à fait élevés en Europe. Et ça me fait dire que sur cet aspect-là, l'inflation restera énergétique sans doute un petit peu plus longtemps avec nous, à moins que le débat sur le nucléaire est relancé en France. Faut-il ou pas s'en passer au vu de l'évolution des prix actuels, on peut en tout cas se poser la question, est-ce qu'il faut tout miser sur le gaz comme énergie intermédiaire ? Je pense qu'on ne va pas pouvoir se permettre socialement d'avoir des prix de l'énergie qui augmentent à tel point. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Pour la facture du Belge moyen, moi c'est quelque chose que je vis dans mes finances au quotidien. Mais enfin, l'augmentation des prix du gaz, c'est potentiellement 1 500 € par an en plus pour un ménage moyen. C'est tout de même une somme. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème inflationniste qu'il faut pouvoir surveiller. Je pense que pour la BCE, il n'est pas suffisamment important aujourd'hui. D'accord. Lâcher pour accréditer l'idée que la BCE pourrait monter ses taux en 2022. On n'en est pas là. D'accord. Je voulais simplement prendre le contre-pied de ce qu'il avait dit. Mais en tout cas, mettre en exergue un certain nombre d'éléments importants. Et peut-être un dernier avant de passer la parole, dans les émergents, où là, on a quantité de banques centrales dont on ne parle pas beaucoup finalement. Mais Brésil, Mexique, Ukraine, Russie, Turquie et j'en passe ont toutes augmenté les taux cette année. Donc face à une inflation du prix des matières premières agricoles qu'on n'avait plus vu depuis 10 ans. Là aussi, attention évidemment à ce que ça peut supposer d'un point de vue économique et social. Sur le nucléaire, moi il y a quand même un signal que je guette, c'est du côté du Japon, avec un futur nouveau Premier ministre là, qui est en cours de validation, qui prend des positions pro-nucléaires assez fortes, 10 ans après Fukushima. Donc ce sera quand même intéressant de voir. Tout s'est arrêté là-bas après Fukushima, en Allemagne ensuite, etc. Ce sera intéressant de voir la position du Japon sur cette question-là, avec une situation énergétique qui n'est pas évidente au Japon, en tant qu'île notamment. Non, vous n'y croyez pas, non, Hervé ? Je dis simplement que le nouveau Premier ministre, en fait, a un discours assez libre et qui paraît assez neuf par rapport à un programme du PLD, du Parti libéral-démocrate, qui est très traditionnel. Oui. Et n'oublions pas que le Premier ministre est là parce qu'au second tour des élections internes au parti, ça a été le choix des apparatchiks du parti. Donc en fait, qui tient l'autre ? Pour le moment, je dirais, c'est le parti qui tient le Premier ministre et pas l'inverse. Donc je prends avec un peu de baguette. Distance. Voilà. Non, mais j'entends bien. Je reviens quand même à ces questions de banque centrale. Bon, le virage est quand même pris.
on entre dans une séquence de normalisation de politique monétaire. On verra à quel rythme, on verra jusqu'où tout ça nous mène. Mais quels sont les risques de marché qui sont attachés à cette séquence-là, Jean-Jacques, et notamment peut-être du point de vue des devises. C'est vrai que la volatilité sur le forex, sur le marché des devises a été totalement absente à travers toute la crise pandémique telle qu'on l'a vécue depuis 18 mois. Est-ce que là, dans une séquence où les banques centrales vont aller chacune à leur rythme, est-ce que ça va déclencher peut-être des phénomènes de marché sur les devises plus importants ? Moi, je vois plutôt sur les actions. Alors, sur les devises, on peut le voir. En premier lieu, sur les actions. En premier lieu, sur les actions. Parce que c'est vrai que sur les actions, il peut y avoir l'effet quand même du pincement de marge par rapport à ce que vous décriviez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une consommation qui est un peu plus en berne avec des loyers qui pèsent plus sur les ménages, si de l'autre côté, il y a des prix des intrants, la première année, souvent les entreprises sont couvertes par rapport à l'augmentation des matières premières. Donc là, elles étaient couvertes par les 2021. Ça sera moins le cas en 2022. Donc c'est pour ça que l'événement exceptionnel qu'on a eu sur le fait que les marges ont beaucoup monté cette année. C'est-à-dire que cette année, on se retrouve avec des bénéfices par action. Le stock du DJ Eurostoxx 600, 15% plus élevé que ce qu'on avait en 2019, alors que l'activité est parvenue. Donc ce décalage-là, il est lié, je pense, il est lié très concrètement à des marges qui ont monté pour différentes raisons, notamment le fait qu'il y avait peut-être beaucoup de projets qui ne pouvaient pas se mettre en place, des projets informatiques notamment, mais on voit que les marges devraient sécréter justement parce que les perspectives d'augmentation des marges, malgré sans doute une croissance qui sera plus forte que la croissance potentielle, sont un peu réduites par rapport à ça. Après, sur le change, on a l'impression que si les taux d'intérêt basiquement montaient plus aux États-Unis, ça pourrait vouloir dire l'appréciation du dollar. Ça, j'y crois pas trop, parce que je trouve qu'il y a des déficits quand même importants de l'autre côté. Ce change, c'est assez compliqué. C'est votre point, c'est le point de départ fondamental. Là, le socle de la stratégie d'une banque centrale et de la Fed aujourd'hui, c'est de penser aussi au stock de dette. Voilà, au stock de dette. Au déficit à financer et au stock de dette. En fait, tout ça, il y a une création monétaire exceptionnelle. Ça serait trop facile s'il n'y avait pas d'effets de second tour et d'effets dangereux. Alors, un des effets, ça peut être l'inégalité entre les gens qui ont du patrimoine et les gens qui n'en ont pas. Et c'est vrai que la bourse monte, finalement, c'est pas très pénalisant dans le fond, mais que l'immobilier monte et crée ces divergences, que l'énergie monte à cause de ça et crée des divergences, là, c'est vrai que... Alors, est-ce que c'est aux banques centrales ou est-ce qu'aux États de rectifier le tir ? Ils essaient de le rectifier avec des chèques énergie. Ils n'osent pas aller à des mesures plus loin, des mesures plus fondamentales. Ça serait par exemple, je fiscalise les plus-values sur votre résidence principale. On voit bien que ça, politiquement, ça passerait difficilement. Mais c'est un peu si on veut avoir des mesures macro-prudentielles pour contrer ces effets de la création monétaire des banques centrales, ça serait un peu ces éléments-là à mettre en place. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc on voit bien que, face aux problèmes sociaux, il peut y avoir ces chèques énergie. Et d'ailleurs, ces chèques énergie montrent bien peut-être que la spirale inflationniste ne fonctionne pas, évidemment. Et le risque action, là, alors, comment vous le mesurez aujourd'hui, justement, Jean-Jacques ? Je regardais, là, c'est intéressant. Sur le marché américain, le dividende yield du S&P 500, donc le taux de rendement du dividende des actions du S&P 500 en moyenne, c'est 1,40 aujourd'hui. Pour un rendement du 10 ans américain, obligation sans risque, toujours, je crois, 1,60. Oui. Alors après, je ne pense pas que l'arbitrage, quand même, se fait en disant j'ai l'obligataire plus important, mais ça en tient compte quand même. Non, sur le risque action, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, on le vit tous, c'est les flux très importants qui continuent à y avoir sur le marché. C'est-à-dire que toute cette création monétaire, elle se transforme aussi, pas seulement en consommation, mais en épargne financière. Et pour l'instant, on a ça. Donc on a l'impression que toute cette création monétaire, elle joue plus presque sur la valorisation des stocks, dont les stocks de valeur cotée, puisqu'on parlait de l'obligataire qui est cher, du prix des métropoles, du private equity et autres. Et c'est moins le cas. Donc, quelque part, je pense que toute cette création monétaire, elle engendre plus presque une revalorisation des stocks et des prix des actifs, et dont les actifs réels, que de l'inflation. Dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que malgré finalement et c'est ça le paradoxe, et c'est pour ça qu'il faut être un peu plus prudent quand même, mais malgré des bénéfices par action qu'on n'anticipe pas extraordinaires, on voit que les multiples sont ont tendance toujours parce que... C'est dans le marché action qu'on trouve des protections. On trouve des protections et qu'il y a vraiment ces flux importants. Et il y a peut-être des seuils psychologiques qui ont été franchis sur les taux. À certains niveaux, alors c'est le cas français, par exemple, support haut, quand il diminue au-dessus d'un certain niveau, les gens se disent Et quand on regarde par exemple les taux d'UC, d'unité de compte souscrites dans les réseaux, jamais ça a été aussi important. Oui, le taux de détention des actions monte et continue à monter. Donc c'est un élément de soutien.
Je vous ai vu tiquer, Vincent, sur ma comparaison entre le dividend yield du S&P 500 et le rendement à 10 ans. C'est vrai parce que je l'ai fait souvent. Bon, évidemment, vous avez choisi votre exemple sur le S&P 500, qui est peut-être un exemple parfait. Au niveau international, la comparaison est toujours plutôt favorable à l'action. D'accord. Le MSCI Monde par rapport à l'indice Monde, point intéressant. On est positif. Mais ne négligeons pas quand même l'importance du S&P 500. J'y reviens. Le S&P 500 n'est pas connu pour être un indice où le rendement du dividende y est particulièrement généreux par rapport, c'est plus une habitude européenne, voire britannique. Rappelez à ça que, par contre, là où le S&P 500 est connu, c'est pour ses programmes de rachat d'actions. On est dans une période de blackout, parce qu'on est en pleine saison de publication de résultats. D'ici début décembre, ça va stopper. On est dans une année record en termes de rachat d'actions propres. On devrait atteindre, year to date, c'est 900 milliards de dollars. On parlait de flux. Sur le marché américain, c'est tout à fait significatif. Et les 2 meilleurs mois de l'année pour les rachats d'actions, c'est novembre et décembre. Donc, vu les résultats, même si ici et là, on se plaint un peu des marges sous pression, il y en a quand même beaucoup sur le coup et potentiellement pas mal de soutien encore pour le S&P 500. C'est pas tant le taux de dividende qui compte. Donc, ce buyback yield est à rajouter au dividend yield sur le S&P 500, raison pour laquelle je tiquais. Excellent. Donc, ça veut dire que le rendement de l'actionnaire, in fine, cette année, si je comprends, dividende et rachat d'actions propres, il est plutôt favorable aux États-Unis et plutôt favorable que sur le... On pourra rentrer dans le détail, mais globalement, vous dites qu'il y a encore un intérêt supérieur à avoir des actions aujourd'hui. Je dirais, en tout cas, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, on parle de taux bas depuis des années et du fait que le cash et l'obligataire n'est pas intéressant. Mais maintenant, en 2021, 2022, 2023, ce sont les pires années pour les détenteurs obligataires et de cash. On a toujours des taux bas. Ils vont peut-être monter à un moment, on en débat, mais enfin, on ne sait pas très bien quand. Mais l'inflation fait tout d'un coup entre 3 et 5%. Donc le rendement réel des détenteurs de ces actifs, il est catastrophiquement bas. Donc oui, l'action s'impose, je pense, à tous aujourd'hui. Hervé, est-ce que c'est normal que le S&P 500, on regarde tout ce qu'on raconte, soit à moins de 1% de ses plus hauts historiques ? Non, c'est pas anormal. Je pense que c'est pas anormal. C'est pas anormal pour la raison qui a été mise sur la table, c'est-à-dire qu'il y a des tas de liquidités et que l'avantage relatif des actions par rapport aux autres placements saute aux yeux pour des raisons de rendement et encore plus de rendement réel aujourd'hui. La question, c'est dans le jeu demain, entre les multiples et les attentes de résultats, comment ça va se passer ? Il est bien clair que les injections de liquidités, ça favorise des multiples plus élevés. Donc ça les positionne plus haut. Et puis, la reprise de l'économie au sortir de l'épidémie, évidemment, a fait exploser les résultats, les perspectives de résultats. Aujourd'hui, on va quand même vivre à la fois un ralentissement des achats, puis une interruption des achats. Alors, on ne va pas retirer tout cela, mais il n'empêche qu'il y a une dynamique de flux nouveaux qui, en la matière, va s'arrêter, et au même moment, on va avoir une normalisation des résultats. Donc en fait, on va quand même entrer dans une période qui est un peu plus compliquée pour la bourse, parce que du côté des résultats, est-ce qu'on va revenir sur les tendances précédentes ? Est-ce que le coût des inputs, le partage salaire-profit va se modifier, et tout ça va enfoncer des coins dans la tendance précédente ? Débat. Et puis, sur les multiples, je pense qu'il va être difficile d'aller plus haut. Donc, j'ai quand même l'impression que pour la planète finance, on va entrer dans une période qui va être plus compliquée. Et à mon humble avis, il me semble que c'est moins en faveur des indices qu'en faveur des secteurs, des géographies peut-être, et des stratégies. Il faudra être plus habile. Être un bon gérant au cours de la période récente, c'était ça facile. allait. Même moi, j'en étais capable. Mais la période qui s'ouvre devant, à mon avis, va demander plus de doigté. La dispersion est la nouvelle forme de correction. Voilà ce que me répète un gérant de chez Tikeo, d'ailleurs, je le cite, Thomas Friedberger. Mais voilà, cette phrase prend chaque jour un peu plus de substance, je trouve, effectivement, à travers les non-corrections de marché, mais les dispersions sectorielles ou même intrasectorielles qui peuvent être très très fortes. Gardez la parole, Hervé, et basculons sur la thématique chinoise. À travers la COP26 notamment. Xi Jinping ne sera probablement pas à la table des négociations lui-même, en tout cas pour le sommet début novembre à Glasgow. On s'interroge encore d'ailleurs sur la venue d'autres poids lourds du monde émergent, notamment l'Indien Narendra Modi, je crois, qui n'a pas encore confirmé ou annoncé sa présence officiellement à la COP26. Est-ce que c'est grave ? Alors je pense qu'il y a plusieurs niveaux, non pas d'explication, mais au niveau des interprétations que l'on peut donner.
La première, c'est que le président Xi n'est pas sorti de chez lui, si j'ose dire, depuis le début de la pandémie. Bon, voilà, c'est sans doute une conséquence de la politique chinoise où finalement, c'est la politique du Covid-0, donc pas de risque d'aller attraper le Covid. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est un message sur la politique internationale de la Chine, et c'est un message qui me semble important. Ça fait partie du dialogue entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ont dit à la Chine: écoutez, Chine, il y a des sujets sur lesquels on peut se mettre d'accord, il y a des sujets sur lesquels on ne sera pas d'accord. Essayons d'avancer sur les sujets sur lesquels on peut se mettre d'accord. Il y a le climat. Réponse des Chinois: non. On se met autour de la table et on discute de tous les sujets. Il n'y a pas à faire une hiérarchie des sujets où vous êtes accepté de discuter de tout et de votre comportement assez mauvais, vous autres Américains, vis-à-vis de nous, Chinois. Et en fait, ils ne se sont pas entendus là-dessus. Et donc, je pense que trouver aujourd'hui... un prétexte à un dialogue plus approfondi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que les conditions ne sont pas encore réunies. Il faudrait qu'il y ait une avancée d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'elle va venir avant le G20 ? Peut-être, mais pour le moment, on n'a pas eu les signes. Toutes les réunions, il y en a qui sont très mal passées. On a l'ASCA en début d'année, il y en a d'autres qui se sont mieux passées. En Suisse, récemment, sur la forme, mais sur le fond, ça reste gelé. Et puis le troisième élément, c'est que faire une réunion sur la transition énergétique aujourd'hui, c'est un peu compliqué, quoi. Entre le court terme où tout le monde se remet à produire de l'énergie avec ce qu'il peut et le moyen terme où on voit bien qu'il faut bannir certaines sources, c'est compliqué. Et donc, être là pour se prendre des remarques, coups des réflexions sur le dos parce qu'on fait redémarrer le charbon, c'est pas très facile. Hein. Oui. Mais je pense que pour les Chinois, qui sont quand même un gros pollueur devant la planète, c'est quand même assez compliqué. Donc, il y a plusieurs éléments plusieurs explications. J'insisterai surtout sur la deuxième parce que c'est sans doute le terrain sur lequel aujourd'hui les choses sont les moins claires. Bon, ça permet de peut-être refaire un petit point en termes de stratégie d'investissement. Là, on parlait de la Chine, on a parlé des États-Unis, l'Europe, bien sûr, au milieu de tout ça. Où est-ce que vous êtes à l'aise, là, dans les portefeuilles, les allocations chez JP Morgan Asset Management à ce stade, Vincent? Et puis, bien sûr... Oui, bien sûr. Parce que le climat est un de mes sujets favoris. Je reviendrai à l'allocation ou sur la Chine. On est peut-être un peu plus prudent à court terme. Rapidement, il nous reste 5 minutes. Mais COP26, la Chine a quand même fait beaucoup déjà cet été avec la mise en place de cette bourse d'échange des droits d'émission carbone. Les États-Unis n'en ont pas. Bon, certes, les prix pratiqués en Chine sont sans commune mesure avec ceux qu'on a en Europe, mais néanmoins, c'est la plus grande bourse d'échange des droits d'émission carbone au monde. La Chine a par ailleurs, quand même, ces dernières années, fait énormément. Rappelez-vous, chaque mois de janvier, il y a encore jusqu'à il y a 5, 6, 7 ans, on avait le PMI chinois qui baissait. Pourquoi ? Parce que toute l'agglomération autour des grandes villes était fermée à cause du smog qui polluait. On a beaucoup fermé ces industries polluantes et autres, pour parfois déplacer seulement. Mais enfin, bon, la Chine a quand même beaucoup fait pour son propre intérêt. La Chine a intérêt à accompagner ce mouvement au niveau international, parce que la Chine est un des principaux fabricants de toutes les technologies, notamment climatiques, panneaux solaires, éoliennes, batteries et autres. Donc la Chine doit faire partie pour en venir... De manière très rationnelle et pragmatique, c'est son intérêt. Et voilà, c'est pas parce que Xi Jinping n'est pas à Glasgow que la Chine ne fera pas ses efforts en matière de transition. Et la Chine entend être un leader dans plein de domaines, et elle a intérêt à être un leader de la transition énergétique et climatique pour différentes raisons, notamment sa propre sécurité. Donc je pense que, voilà, elle n'est pas mieux avancée que l'Europe, mais c'est stratégique. Mais elle est probablement mieux avancée que les États-Unis dans ce domaine. Et en tout cas, elle suit parfois forcée par l'Europe qui s'est donné d'outils juridiques pour forcer ses partenaires commerciaux, dont la Chine, à avancer plus vite dans ce domaine. Stratégie d'investissement. Aujourd'hui, moi, je suis inquiet sur l'inflation. En tout cas, pas inquiet, non, j'ai des incertitudes sur l'inflation, objectivement. Nos discussions n'ont pas finalement permis d'avoir un avis arrêté sur celle-ci. Sur les taux, je reste convaincu que la direction s'est continuée graduellement à la hausse. Peut-être accélérer si les banques centrales accélèrent, mais en tout cas, naturellement, les déficits, la normalisation qu'on voit au niveau international se plaident pour des taux légèrement hausse. Dans ce contexte-là, j'ai particulièrement pas envie d'avoir de cash ou d'obligataire en portefeuille. Je veux des maturités courtes sur l'obligataire et je vois que le monde de l'entreprise est globalement dans une situation bilantaire saine grâce aux mesures de soutien des États. Donc, de la dette d'entreprise, je veux bien en portefeuille, je veux pas de dette d'État.
Et je veux surtout des actions, parce qu'objectivement, je me rends compte que les valorisations ne sont pas du tout attractives. Mais ce qui s'est passé cette année aux États-Unis est particulièrement intéressant. On a un S&P 500 qui est parvenu à progresser de manière phénoménale cette année en devenant moins cher. Ouais. Si on part sur ce scénario-là pour 2022, on a des croissances bénéficiaires qui sont certes une fraction de celle cette année, mais enfin, ça veut dire que j'attends l'inverse de ce qu'on a vu cette année, c'est-à-dire finalement un rendement, probablement un chiffre pour le S&P 500 où la dispersion, l'alpha du gérant sera prépondérant, le dividende peut-être pour partie aussi, et une volatilité qui elle va doubler par rapport à ce qu'on a connu cette année. Donc ça va être beaucoup moins facile. Un régime de marché très différent. Beaucoup moins sympa. Enfin, si on a peur de l'inflation et des taux, il y a peu d'alternatives dans l'environnement des marchés publics et liquides aux actions. On peut discuter de plein d'autres choses après, mais... on va finir la discussion, en l'occurrence avec vous, Jean-Jacques. Là, c'est quoi le bon portefeuille aujourd'hui en termes de cyclicité, de bêta, de sensibilité au marché? Comment on a envie d'être exposé? En fait, le marché il est concentré sur les taux depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est un jeu entre valeur de croissance et value depuis un bout de temps. C'est-à-dire que si on reprend, depuis que le vaccin a été découvert en novembre, il fallait faire de la value. Ensuite, le marché se calmait, de la croissance. Et donc là, on revient un peu. Alors, ce qui est différent, c'est que il y a moins de perspectives. Alors cette rotation avec des taux qui montent, qui d'habitude est synonyme de plus de cyclicité et qui devrait engendrer une hausse de marché, là il y a quand même le fait qu'en Chine il y a ce problème-là, et donc par exemple tout ce qui est bien d'équipement et ce qui est basiquement à destination de Chine, les gens n'ont pas tellement envie, les investisseurs n'ont pas tellement envie de le jouer, quoi. Là c'est plus croissance plus inflation. Il y a un sujet inflation et des questions sur la croissance. Ce qui veut dire que je pense qu'il faut toujours garder les dossiers parce que c'est comme le SG en fait. Des dossiers qui sont bien gérés, qui sont bons, qui ont la possibilité d'avoir suffisamment de recul pour bien gérer ça, sont toujours bons. Mais à ça, ponctuellement, je crois qu'il faut adjoindre des dossiers qui sont sensibles à la hausse des taux, mais pas aller sur des dossiers cycliques traditionnels. Donc nous qui étions par exemple traditionnellement très techno et luxe, on garde toujours bien sûr ces dossiers, notamment sur la technologie, mais ça veut dire aller sur certains dossiers par exemple automobiles, ou certains dossiers de holding, ou certains dossiers, qui sont des dossiers qui peuvent bien être favorisés par la hausse des taux, ou certains proxys bancaires par exemple, et ça me semble assez intéressant les banques, je comprends, l'automobile, je vois que le marché a beaucoup de mal, c'est quand même un secteur, un des rares, j'en ai pas d'autres en tête, qui se traite sur les prix qui prévalaient avant les vaccins en novembre 2020. Justement, je pense qu'il faut partir de cet effet de base qu'on a là, qui sera très mauvais quand on a une telle décrue, et ça c'est un peu comme quand on parlait des dossiers de réouverture à un moment donné, je pense qu'il faut toujours raisonner un peu en avance par rapport à ça. Donc là, il y a des dossiers de réouverture de l'économie par rapport au Covid, sur le tourisme notamment. On avait peut-être investi un peu tôt, mais qui maintenant sont porteurs. Je pense que sur l'automobile, c'est le même dossier. On va pouvoir quand même monter un peu le mur des craintes vis-à-vis du secteur automobile, parce qu'il y a tellement de lourdeur, de sujets structurels, conjoncturels qui s'accumulent. Il y a l'élément conjoncturel en fait sur les semis, sur l'approvisionnement, etc. Et puis je pense qu'il y a un sujet sur le fait que les gens hésitent un peu par rapport à un achat en se disant est-ce qu'on prend un thermique, électrique, etc. Mais je pense que la transformation est extrêmement rapide. Et on voit, si on regarde le marché automobile, on voit qu'il y a quelques temps, les gens se disaient on va sur des modèles hybrides et autres. Et aujourd'hui, le changement dans la psychologie est extrêmement rapide, oui. C'est une industrie qui peut sortir à un moment la tête de l'eau, selon vous, l'industrie automobile, Hervé? Ça m'a marqué là l'autre jour, il y a Herbert Diess, le patron de Volkswagen. Je pense qu'il est vraiment obnubilé par Tesla et Elon Musk depuis son arrivée à la tête de Volkswagen, tant et si bien que pour inspirer et motiver ces 200 cadres top exécutifs là, il y a quelques jours, il a fait venir Elon Musk. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Et Polaris et Volvo, je ne sais pas si vous avez vu, avec un modèle aussi sans concessionnaire. Donc ça, il y a des marges aussi de ce côté-là. Il faut voir les besoins. Il y aura toujours des besoins de mobilité sur une certaine distance et en petits groupes. Donc à mon avis, ça doit répondre à peu près aux voitures, mais il faudra que les voitures changent. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Gouletker, Senior Economic Advisor d'Accuracy, Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management, et Jean-Jacques Friedman, le directeur des investissements de Natixis Wealth Management.